Pierre Biéroniemek. On va d'abord rester sur l'aspect global de la question de la femme forte aujourd'hui. Quand vous entendez, alors quand une femme vous dit, par exemple, que voilà, je suis une femme forte et indépendante, quelles sont vos premières impressions que vous avez de cette femme directement quand vous la voyez? Claudia, il y a une grosse sexualisation des concepts, malheureusement. Quand nous parlons de femme, nous voyons un être humain ou un être sexuel. La force dont on parle, il s'agit de quoi? Rappelez-vous qu'il y a un vieux concept qui faisait appeler la femme le sexe faible. Donc c'est une sexualisation d'un concept, le sexe faible. Donc il y aurait un sexe fort. Et observez que les femmes n'ont jamais désigné les hommes comme étant le sexe fort. Parce qu'elles ne voient pas en quoi la force du sexe des hommes les dépasse. Oui, les hommes parlent des femmes en ces termes-là. C'est-à-dire même ceux qui ont un sexe faible comme hommes, quand ils parlent quand même des femmes, ils disent le sexe faible. Mais vous n'allez jamais trouver les femmes parlant des hommes disant que voilà le sexe fort. Alors, je voudrais aussi que nous fassions un distinguo entre la femme sujet de société et l'épouse. Vous voilà qui modérez un débat comme... C'est vous le chef de ce plateau. Les femmes ont tout à fait les mêmes droits que les hommes dans la vie sociale. Claudia est modératrice et nous écoutons. Maintenant, vous avez, vous les femmes, ou certaines d'entre vous, un autre problème. C'est celui d'un transfert. Quand vous avez fini de dominer ou de vous exprimer ou d'exister comme vous en avez tout à fait le droit, vous transposez cela dans vos foyers. Et c'est là-bas que vous allez parler d'indépendance. Il y a donc un dévoiement. Est-ce qu'il y a une indépendance dans une architecture qui est hiérarchisée? C'est-à-dire maintenant le couple. Ce n'est plus la même chose. Là-bas, vous n'êtes pas femme forte et indépendante devant votre mari. Si vous êtes femme forte et indépendante, vous restez chez vos parents. Aussi simple que ça. Donc, ne mélangeons pas la femme sujet de société et l'épouse. Si vous allez dire à votre mari, je suis femme forte et indépendante, tu pars chez toi. Le mariage, c'est pour les femmes qui ne sont pas fortes et indépendantes. C'est celles qui sentent le besoin pressant d'être aux côtés d'un homme, d'être couverte par un homme. Si tu ne sens pas cette envie, ce n'est pas un problème. Sauf que ne faut pas détourner le cœur des autres femmes. Parce qu'il y a le moment des pleurs du mbolé. Quand tu as fini de montrer au public que tu es forte et indépendante, seule dans ta chambre, les quatre murs, vraiment, il n'y a même pas un homme pour moi. On m'avait attaché, je suis le... Non, on ne t'avait pas attaché. Tu as dit que tu es forte et indépendante. Comme il n'y avait pas un homme super fort pour te soumettre, on t'a laissé. Vous allez chuter. Merci. Alors, Edith Flore, vous venez d'écouter Pierre Biéroniemek dans sa toute première prise de parole concernant notre sujet. On a comme l'impression qu'une femme forte et indépendante aujourd'hui, et je souhaite vraiment que l'on s'entende, parce que quand on parle d'indépendance, ce n'est pas seulement d'indépendance financière. Tout à fait. La femme forte aujourd'hui, c'est elle qui est autonome, qui peut prendre soin d'elle-même et qui a la capacité de créer, d'innover. On ne parle pas seulement de finances, donc il faut quand même qu'on s'entende sur ce point-là. Mais ce qu'on vient de dire, c'est les finances, non? Prendre soin d'elle-même, c'est quoi? C'est avec les herbes. D'accord, alors Edith Flore, ça c'est une punchline, je pense que Augré pourra vous répondre tout à l'heure. Alors Edith Flore, vous êtes architecte, alors quand on parle quand même du domaine de l'architecture, je sais pas, peut-être dans le monde entier, la plupart du temps on voit quand même les hommes en tête de peloton. On voit aujourd'hui les femmes qui s'introduisent dans ce domaine et qui font des prouesses exceptionnelles. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer ce genre de difficultés? On va vous dire, par exemple, en tant qu'architecte, bon, vous n'êtes qu'une femme, vous ne pouvez pas, comment dire, avoir tel ou tel projet, gagner tel ou tel marché. Est-ce que ce côté, votre féminisation, a déjà, justement, est-ce que vous avez déjà eu des difficultés dans ce secteur-là? Ce sont des difficultés que nous rencontrons tous les jours. Mais je commencerai par dire que l'architecture est essentiellement féminine. Déjà que le mot architecte
par l'architecture, par le mot architecture par lui-même est féminin. Et il faut dire que quand on regarde l'univers de l'architecture, si vous faites des recherches dans les 5 continents du monde, vous allez vous rendre compte que les premières bâtisseuses, c'était des femmes. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique et ainsi de suite. Sauf que quand l'architecture est devenue académique, les femmes ont été mises en marche. Et la première femme diplômée, par exemple en Europe, va arriver près de 350 ans après l'existence des écoles d'architecture. Mais quand vous regardez les commandes même qui étaient faites en ce moment, majoritairement c'était des femmes, sauf qu'elles agissaient régulièrement en back-office. Et c'est pour ça que quand Sin Honborg, qui est finlandaise, c'est elle la première européenne qui obtient un diplôme d'architecte. Après arriveront les Américains, les Français et ainsi de suite. Sauf que quand nous sommes sur le terrain aujourd'hui, on nous dit, c'est-à-dire les gens sont parfois impressionnés de voir une femme et parfois on vous pose la question de savoir si c'est effectivement vous qui allez venir pour le rendez-vous. Et en ce moment, sur le chantier ou sur le terrain, si un homme fournit un effort, la femme est obligée de faire plus. Et en ce moment, c'est votre compétence qui vous donne de la crédibilité sur le chantier. Et généralement, pour nous, les architectes femmes, je n'ai pas dit les femmes architectes, parce que pour nous, nous pensons que notre métier, nous mettons notre métier en avant. Pour nous, les architectes femmes, nous accordons avec Odile Deck qui a écrit un livre. Je ne suis pas une femme architecte, je suis architecte. Ne me voyez pas comme une femme architecte ou comme une architecte femme. Voyez-moi comme une architecte et jugez-moi en fonction de mes compétences. Et pour la petite histoire, dans le monde entier, aujourd'hui, on assiste à une forte féminisation de la formation en architecture. Actuellement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, à l'école d'architecture en Côte d'Ivoire, on a 60% d'étudiants qui sont des femmes. En France, à l'Ordre national des architectes, au moins 51% inscrits sont des femmes, et ainsi de suite. D'accord. On comprend que beaucoup de femmes sont en train de s'intéresser à ce secteur d'activité, mais revenons un tout petit peu dans notre sujet du jour. Alors, on parle aujourd'hui de la femme forte et indépendante. Est-ce qu'une femme forte, aujourd'hui, fait peur à l'homme? C'est-à-dire qu'une femme qui, financièrement, elle est stable, une femme qui a ses projets, une femme qui arrive à prendre soin d'elle sans avoir besoin de l'aide d'un homme, est-ce que ça fait peur? Est-ce que les hommes ont comme l'impression de perdre le total contrôle sur la femme? Je pense que ça ferait peur à un homme qui n'est pas sûr de lui. Exact. Parce que quand on se met en couple, c'est pour construire ensemble. Et de plus en plus, c'est-à-dire hier, on se disait, la femme quand elle va vers un homme, c'est parce qu'elle cherche le gain. Mais de plus en plus dans notre société, les hommes aussi aujourd'hui pour aller vers une femme se demandent dans une relation, qu'est-ce que tu apportes dans la relation? Donc à partir du moment où je sais que je suis face à quelqu'un qui peut aider quand je suis en difficulté, qui peut payer la scolarité des enfants quand je suis en manque et ainsi de suite, ça ne devrait pas constituer un sujet de peur. On devrait plutôt avoir une certaine assurance personnelle et se dire, si je vais avec une femme, encore qu'il faut qu'on me dise ce qu'on appelle... Pour moi, toutes les femmes sont fortes. C'est-à-dire que même à la maison, quand vous allez regarder vos enfants filles, vos enfants garçons, vous allez voir, il y a la femme est née comme ça, comme elle a dit. La femme, déjà, par nature, c'est une force. Et quand vous dites femme, c'est parce qu'on utilise l'expression française. À ma langue, quand on dit manju, ça n'a rien à voir avec le mot femme en français. Et je vois que si vous regardez dans vos différentes langues, vous allez vous en rendre compte. Donc, pour dire que un homme, pour moi, ne devrait pas avoir peur quand il se trouve face à une femme. Il ne devrait pas voir cette femme, entre guillemets, indépendante ou alors forte comme étant une menace, mais plutôt comme une opportunité pour construire ensemble. D'accord. On va revenir avec vous au gré. Les hommes, ne vous inquiétez pas, on va vous passer la parole. Alors, Pierre Birunyemek parlait tout à l'heure de cette perception qu'on a souvent dans notre société. Je vais revenir là-dessus. Les femmes soumises seront épousées et les femmes fortes, vous pouvez aller vous voir ailleurs. On a souvent ces phrases qui reviennent tout le temps. En quoi est-ce que l'indépendance financière de la femme, ou alors l'indépendance même, dans le sens global du terme, est une menace pour le couple? En quoi est-ce que c'est vraiment une menace pour le couple? Quand une femme est indépendante, elle est autonome, en quoi est-ce que cela peut constituer une menace dans le fonctionnement du couple?
La réalité, c'est que l'indépendance financière d'une femme dans le couple pourrait constituer une menace de par la provenance de cette envie d'indépendance-là, je trouve. Dans la mesure où une femme qui devient indépendante par besoin de survie, forcément devient une menace. Parce que la source de cette envie d'indépendance ne provient pas d'un sentiment de sécurité, mais c'est tout le contraire. Et quand on part quand on part d'un point où on a besoin de survivre, où on a envie de se protéger à la limite, forcément on est agressif dans sa façon d'être indépendante. Mais plutôt quand on est indépendante, de par le fait qu'on est aimé, qu'on est chéri, qu'on est boosté, justement, qu'on est poussé en avant, tout au contraire, cette indépendance devient comme une sorte de fleur emmenée dans le couple. Dans la mesure où tu as un chéri qui, au lieu de te tirer vers le bas, au lieu de te faire te sentir comme dans une posture où, à la moindre occasion où tu faiblis, tu es foutu à la porte, où on te manque de respect, mais plutôt, tu es en face de quelqu'un qui te booste, qui te dit « Ok, tu aurais pu faire comme ça, comme ça ». Forcément, ton indépendance devient comme une source de motivation mutuelle et justement une marque d'épanouissement total. Alors, franc-mensonge, est-ce que nous sommes dans une vision, je vais dire, est-ce que c'est d'abord la société, notre société camerounaise qui a du mal avec cette notion, cette évolution de la femme? Est-ce que nous sommes restés dans cette bouteille-là, entre guillemets, où on dit « Sois belle et tais-toi », la place de la femme, elle reste seulement à la cuisine. Est-ce que la femme aujourd'hui n'a pas le droit de s'émanciper, de s'épanouir, de pouvoir prendre soin d'elle? Est-ce que les hommes aujourd'hui ont véritablement peur de la femme indépendante? Oui, je dirais que ce sont des hommes, je ne veux pas employer le terme faible. Personnellement, j'ai du penchant pour des femmes fortes et indépendantes. Ah oui, ça marque un point. Mon épouse est financièrement indépendante. Oui. Elle tend vers la force, mais je ne souffre pas du manque de respect ou d'orgueil. Il faut déjà qu'on le retienne. Oui. Mais maintenant, quel est le contenu que nous mettons dans le mot fort et indépendant? Forte et indépendante. Pour moi, la force ne renvoie pas à la capacité financière. Absolument pas. La force, pour moi, renvoie au niveau de compréhension que la femme représente. Derrière cette compréhension, il y a un objectif. Parce que dans la réalité, le fondement d'une relation, c'est un objectif. Et un objectif qui se veut collectif, commun. Ça veut dire que si vous avez une femme qui est représentative de cet objectif, ou alors qui est prête à ce que vous l'encriniez dans votre objectif, vous avez une femme forte. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça doit faire peur. C'est là le problème. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un monde où les relations aujourd'hui sont hypocrites. Il faut le dire comme ça. Il n'y a pas de fondement sincère. Généralement, les relations se construisent sur la base des intérêts parallèles. Et vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qu'on met dans femme forte? Qu'est-ce qu'on met dans femme forte, dans femme indépendante? Et c'est là, en fait, c'est à cette question qu'il faut répondre. Je vais sortir par un témoignage simple. Avant de sortir, je vous pose cette question. Est-ce que les hommes, eux, ils naissent forts et indépendants, et c'est à la femme de se constituer par la suite forte et indépendante? Si vous voulez mon avis sur la chose, pour être beaucoup plus cru, il y a des hommes pour moi qui sont des femmes. Mais bien sûr, si on parle de sexe faible, si vous avez un homme qui représente un niveau de compréhension nu-pied, pour moi, c'est une femme. Et si vous avez une femme qui représente un niveau de compréhension avancé, dynamique, qui participe à la construction d'une famille pour une nation, pour moi, c'est un homme. Parce que quand vous allez au-delà du visage de ce que vous appelez femme-homme, vous rentrez, je peux dire, dans un univers d'informations, mais la nature de ces informations est la même. Ces informations sont toutes tirées du même environnement. Et plus loin, si on dit nous sommes des esprits, des êtres spirituels, il y a le sexe sur la question de l'esprit. Et ce sont des sujets beaucoup complexes en fait. Oui. Vous voyez, la question de la forme, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec le sexe, détermine tout simplement le rôle qu'elle peut jouer dans une certaine mesure, ou bien que le mâle joue dans une certaine mesure, notamment en rapport avec la procréation. Oui. Maintenant, le témoignage que je voulais rendre, il est celui-ci. C'est une expérience qui est d'ailleurs connue de tous. J'ai assisté à un mariage plus d'une fois, et j'ai eu l'occasion d'être près du maire. Et j'avais ce jour pris la peine d'écouter attentivement l'allocution
relative au conseil que le maire prodigue aux jeunes mariés. Et je m'étais rendu compte que les lois relatives au mariage ont été taillées sur mesure à l'avantage de l'homme. J'ai dit bien taillées sur mesure, c'est-à-dire l'homme est le chef. Qui a dit que l'homme est le chef de la femme? Personnellement, je ne conçois pas les choses comme ça. C'est-à-dire... Donc ta femme est ton chef? Non, c'est pas ça justement. Elle n'est non plus mon chef. C'est comment? Il n'y a pas de chef chez vous? Je vais donc m'expliquer. Nous fonctionnons comme une équipe. Exact. Ouais. La femme Il y a pas de est comme un équipier. Même s'il y a un capitaine, il n'est fondamentalement pas chef. C'est-à-dire que le chef, ce n'est pas dans le sens de la tyrannie. Personne n'a dit ça. Ouais. Non, je ne parle pas de vous. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand vous observez attentivement les couples, les relations hommes-femmes, vous allez voir que dans l'imaginaire des hommes, c'est une mauvaise éducation que l'on a reçue. L'homme se considère toujours comme étant supérieur. On considère la femme comme une esclave justement parce qu'on considère la femme, on prend jusqu'aujourd'hui la femme comme un agrégat de services. La femme, ce n'est pas un agrégat de services. Il n'y a pas dans la réalité, dans un couple, des services qui sont l'exclusivité des femmes ou bien de l'homme. Un homme peut tout faire selon qu'il en a les moyens, comme une femme également peut tout faire. Vous voyez? Donc, c'est une question de complémentarité. Tu peux laver les assiettes. Bien entendu, je peux laver les assiettes. Oui, je peux laver les assiettes. Oui, le problème, c'est laver les assiettes. Il arrive parfois de laver les assiettes. Imaginez que si madame est occupée, vous voyez, à faire autre chose, je peux laver les assiettes. Tout comme madame elle-même peut laver les assiettes si je suis occupé à faire autre chose. C'est comme ça que moi je fais. L'on dénonce franc-mensonge que lorsque nous sommes en couple, les hommes, pour eux, c'est je ramène tout à la maison, je ramène l'argent, j'inscris les enfants à l'école. Ouais, puis ils s'occupent un peu des... C'est pourquoi tout à l'heure, permettez, je faisais allusion. Et vous allez chuter également. Tout à l'heure, à certains services de l'homme qui semblent être supérieurs à ceux de la femme. C'est-à-dire la question, en fait, de la monnaie. Vous voyez, imaginez par exemple, Pierre Bionnet, vous avez une femme, vous êtes un jeune mari. Aujourd'hui, il y a des travaux que je fais puisque j'ai des grands-enfants. Les enfants s'occupent, par exemple, de la question de la vaisselle. Mais imaginez que vous êtes un jeune couple, vous avez une femme, et elle est à terme de sa grossesse. Vous avez les assiettes qui se baladent là, dans la cuisine. Vous n'allez pas les laver. C'est une maladie. Non. C'est-à-dire qu'il peut arriver que la grossesse, c'est-à-dire, entame sur l'état physique de la femme. Oui, là, ce sont des exceptions. Il peut arriver que la femme... Bon, si la femme est donc malade, laissons la grossesse. Voilà, à situation d'urgence. Voilà. Non, la grossesse n'est pas une situation d'urgence. Non, du tout. Bon, pas forcément. La parole est à moi. Oui, allez-y. Non, il ne faut pas que nous passions d'une extrême à une autre. Non. Si on parle de femmes, il faut d'abord définir, il faut déjà indiquer la psychologie de la femme. Les femmes en psychologie sont hypergamiques. Je vais rendre ça simple. Les femmes n'ont de respect que lorsqu'elles ont l'impression que l'homme est au-dessus. Quand vous rencontrez un homme, si vous rencontrez un homme, il est mototaximan, vous êtes élève. Il ne faut pas que cet individu fasse l'erreur de demeurer toute sa vie mototaximan pendant que vous vous montez. C'est inéluctable chez les femmes, tu ne seras plus son mari. Parce que les femmes sont hypergamiques. Lorsqu'elle sera dans un milieu où les hommes sont d'un certain niveau, elle va commencer à estimer que tu es petit. Je conseille donc aux hommes qui élèvent les femmes de s'élever au même moment. C'est comme ça, la femme, dans sa psychologie, pas dans la société. Je ne parle pas de la collègue. Faut pas... La femme aime regarder son mari comme un objet d'admiration. Ça doit pas être... Il y a des femmes qui sont obligées de dire que non, c'est le gars, quand tu es que c'est le gars qui vient souvent me prendre. C'est-à-dire, elle parle de son mari, hein, mais elle ne veut pas que les collègues sachent que c'est lui, c'est le gars qui vient souvent me prendre. Donc, maintenant, il n'y a pas d'indépendance. Le concept est trop fort pour exister dans un couple. Indépendance, ça veut dire que si Claudia veut aller au village, elle part seulement. Non, c'est pas de ça. C'est pas choisir les... Non, attendez. On ne joue pas avec les concepts. Les mots ne signifient pas tout. Émancipé. Celui qui se prend en charge seul. Si tu es indépendante, quand on dit que les pays sont indépendants, c'est ceux qui agissent sans demander l'accord des autres pays. Donc vous avez dit femme indépendante. Tu viens le soir, tu trouves que madame est allée à Bafoussam, elle va revenir la semaine prochaine, d'accord?
Elle est indépendante. Et si pendant qu'elle est à Bafoussam, une autre situation l'amène vers Bamenda, elle part à Bamenda. Moi, j'ai comme l'impression Indépendant n'est pas synonyme du respect. Sur ce plateau. On ne parle pas de manque de respect. Non. On ne parle pas de respect avec un monsieur. Tu te déplaces et tu ne vas pas lui dire. Une femme qui vous respecte ne peut pas le faire. Non, je veux dire, ce n'est pas nous qui décidons que ce mot signifie ceci. Les mots signifient quelque chose. Indépendant, ça veut dire qui agit à son propre compte sans s'en référer à quelqu'un. C'est ce que veut dire indépendant. Je trouvais un autre mot. Il n'y a pas d'indépendance dans le couple. Et l'exemple que prenait mon jeune frère là, on est à la maison, tel là, non. Mon oncle avait commencé comme ça à aider sa jeune femme. Il venait de se marier, il faisait les travaux avant d'aller au travail. Un jour, il y avait les amis. Et la femme l'appelle pour lui dire qu'il y a l'enfant qui a fait les selles. Il dit à sa femme que, mais tu ne vois pas qu'elle est... Il dit, mais il y a les amis, tu enlèves souvent les selles là ici, non? Viens enlever. Vous voyez comment ça progresse avec vous? Moi-même, le lit, je ne fais pas. Je ne fais pas le lit. Je quitte le lit, il y a quelqu'un qui doit faire le lit. J'ai été étudiant, j'ai eu le temps. Quelqu'un, c'est qui? La femme! C'est elle qui doit faire le lit. Ben, si nous sommes dans un contexte social, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut... Moi, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas si on est venu sur ce plateau pour parler juste des couples, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui ne sont pas forcément dans un couple. Mais dans la société, comment est-ce que... parce que quand vous vous retrouvez, par exemple, face à quelqu'un et qu'il vous dit, ça dit... Et c'est ça justement qui est transposé dans la société. Vous êtes face à un homme, vous ne vous connaissez pas, il vous voit en route, il s'adresse à vous n'importe comment, et quand vous réagissez, directement il transpose. C'est comme ça que vous faites à votre mari. J'ai dit, mais là, toi qui es en face de moi, tu n'es pas mon mari. Donc, j'ai une manière de t'adresser la parole. Attends le jour où mon mari viendra se plaindre chez toi. Si vous avez bien suivi, c'est ça ma logique. Je dis toujours de distinguer. Moi, quand je vous parle, je parle à un sujet social. Je ne parle pas à ma femme. Je ne veux pas vous demander si on marche de tenir le sac. Chacun tient son sac. Si vous êtes ma femme, quand je parle, vous écoutez. C'est différent. Je ne mélange pas les deux. Une collègue femme n'est pas soumise à moi. D'accord? Elle peut même être mon chef hiérarchique et me donner des instructions. On se comprend bien. Et je m'exécute. C'est une collègue. C'est simplement le rôle social. Maintenant, à la maison, ma femme ne me commissionne pas. Est-ce que tu ne me dis pas d'aller faire quelque chose? Est-ce que c'est clair pour nous tous? On va... Non, c'est pas clair. Tu commissionnes ton mari. Permettez-moi de prendre les